d'autres termes, quand vous prenez une fibre monomode, donc vous lui donnez une certaine valeur du rayon, typiquement de l'ordre de 5 micromètres, et 125 micromètres pour le rayon de la gaine, eh bien, elle n'est pas monomode, quelle que soit la longueur d'onde. Elle est monomode à partir d'une certaine longueur d'onde, d'accord? Limite, qu'on appelle longueur d'onde de coupure du régime monomode, d'accord? C'est ce qu'on a vu la dernière fois, et c'est essentiellement ce qu'il faut retenir. Donc, la semaine prochaine, on fera un peu d'exercice, etc. Donc, je vous donnerai un petit exercice, je vous l'enverrai avant la séance de samedi, et on essaiera de le résoudre en ligne, d'accord? Histoire de bien comprendre ces histoires de fibres monomodes. C'est-à-dire, j'insiste sur les fibres monomodes, parce qu'en fait, compte, c'est ce qui est le plus utilisé. C'est-à-dire, il n'y a pas les fibres multimodes, ben, sur le plan de l'application, etc., bien, ça n'existe plus. Il faut bien être conscient que c'est totalement inadapté, inutilisable, d'accord, dans le contexte des télécommunications actuelles. Hein, d'accord, on ne peut pas utiliser de fibres multimodes parce que tout simplement, elles sont très fortement dispersives et automatiquement, donc vous serez limité en vitesse numérique, etc. Donc, c'est, si vous voulez, c'est des supports qui sont totalement inadaptés. Bien. Donc, je reviens un petit peu donc, vers les explications sur la fibre monomode. Alors, une fibre monomode, par définition, eh bien, fonctionne avec un seul mode de résonance, c'est-à-dire une seule trajectoire de lumière. Et on a vu un petit peu les caractéristiques de la trajectoire de lumière, donc qui est sur l'axe de symétrie de la fibre. Alors, nous avons vu, entre autres propriétés, que ce mode de résonance a un certain volume ou un certain rayon, si vous voulez, donc c'est un petit pipe cylindrique, eh bien, son rayon, qu'on appelle oméga, eh bien, est plus grand, il est supérieur au rayon A du cœur de la fibre. C'est-à-dire que, finalement, je ne peux pas, si vous voulez, dans le cœur de la fibre, acheminer ou véhiculer 100% de la puissance de ce mode de résonance. Voilà, donc déjà, une première propriété que nous avons vue la semaine dernière. Donc, on s'est contenté de voir deux petites relations. Et nous allons évidemment reprendre un petit peu tous ces petits calculs sous forme d'exercice la semaine prochaine, d'accord? Je vous enverrai un petit exercice à faire. Essayez de le faire, hein, je vous le dis tout de suite. Même si vous n'arrivez pas, essayez quand même, d'accord, de faire un effort et on essaiera de le corriger ensemble. Je vous donnerai la solution, d'accord? Bon, ce sont des applications, je vous le dis tout de suite, hein, c'est des applications. Maintenant, il y a un deuxième problème qui va se poser. Alors, lorsque vous envoyez un signal à travers une fibre monomode, bon, il est bien évident que je n'ai plus de dispersion modale, c'est-à-dire j'ai un seul mode de résonance. Ça veut dire que si j'envoie un signal, eh bien ce signal-là va être intégralement véhiculé sur cette trajectoire de lumière. Et donc, on est tenté, on est bien, je dis bien tenté, hein, de croire que qu'il n'y a pas de retard, c'est-à-dire qu'il va y avoir aucun élargissement possible de signal. Eh bien, la réponse est non. D'accord? Il y a un deuxième phénomène qui se produit, qui est ce qu'on appelle la dispersion intramodale, à l'intérieur d'un mode. D'accord? Je vais essayer de vous expliquer ce qui se passe. Alors, lorsque on parle d'un signal, dans le domaine fréquentiel, quelle est la caractéristique, si vous voulez, de ce signal? Eh bien, ce signal, on va dire qu'il a un spectre. D'accord? Il a un spectre. Et automatiquement, s'il a un spectre, ça veut dire qu'il va y avoir une certaine bande passante de ce signal. On est bien d'accord. Et tout le monde est conscient que si, évidemment, je prends donc un signal de plus en plus rapide, du point de vue de la cadence numérique, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La bande passante va augmenter, d'accord? Elle va s'élargir. Ce qui est logique, hein? C'est-à-dire, en d'autres termes, si je prends deux exemples, hein, je prends, admettons, un signal à 2,5 gigabits par seconde, d'accord?
je décide, par exemple, de prendre un signal à 10 gigas. Alors, en termes de bande passante, eh bien, ces deux signaux, ils ont un facteur 4 entre eux, d'accord? Exactement dans la même proportion que la vitesse numérique. C'est-à-dire, quand vous passez de 2,5 à 10, vous avez multiplié par 4 votre vitesse numérique, eh bien, logiquement, et sans faire de calcul vraiment poussé ou là un calcul savant, eh bien, la bande passante va, elle, également être multipliée par 4, d'accord? Vous allez avoir une bande passante 4 fois plus large. Bien. Alors, en quoi cela peut-il être un problème? Je vais vous expliquer tous ces phénomènes, justement, la partie d'un cours d'aujourd'hui. D'accord? On va essayer d'y aller doucement. Donc, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou bien des choses qui vous paraissent un petit peu bizarres, vous me dites. Hein, d'accord? Donc, je vais y aller très, très doucement. Alors, je vais essayer de faire une petite présentation. Évidemment, disons, alors, admit, retardataire, voilà. Je vais essayer de faire une présentation un peu générale, mais évidemment, au bout du compte, vous allez comprendre qu'il s'agit de, finalement, d'une largeur de bande de signal que je vais véhiculer. D'accord? Alors, allons-y pour le partage. Fenêtre. Non. Partager. Lien. Alors, est-ce que tout le monde a le partage? Je pense que oui. C'est bon? Oui, c'est C'est bon. bon pour le partage. Très bien, Oui, ok, on y va. Allons-y. Alors, si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Hein. Vous me dites, je... OK? Alors, premièrement, alors, donc voilà, donc c'est le chapitre 4, donc c'est la suite, fibre monomode, partie numéro 2. Donc, si vous voulez, pour ne pas alourdir le chapitre, je l'ai divisé en deux grandes parties. Alors, on va commencer par la notion de dispersion chromatique dans une fibre monomode. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. La dispersion chromatique, alors comme son nom l'indique, bon, c'est une dispersion, ça veut dire qu'il va y avoir un petit déphasage temporel, d'accord? Dispersion est équivalent à un déphasage dans le temps, c'est-à-dire qu'il va y avoir un petit phénomène d'élargissement. Et là, je dis chromatique. Chromatique, eh bien, ça veut dire que j'ai affaire à, si vous voulez, un retard qui est induit par, on va le voir tout de suite, alors, il faut que je donne la main encore au retardateur, voilà. D'accord? Donc, c'est un retard qui est induit par des composantes, si vous voulez, fréquentielles de la bande d'un signal. D'accord? Alors, pourquoi y a-t-il un retard? En réalité, bon, tout le monde va voyager sur la même trajectoire. Je vous explique ça un petit peu de manière très, très grossière. Voilà, vous avez donc une bande passante de signal qui se propage sur une trajectoire unique qui va de 0 jusqu'à z égale grand L. D'accord? Donc jusque-là, pas de mystère. Alors tout le monde est tenté de dire que, eh bien, à l'intérieur de cette bande de signal, eh bien, toutes les composantes fréquentielles de cette bande se déplacent à la même vitesse. D'accord? Alors si c'est effectivement le cas, eh bien, il n'y a pas de dispersion. D'accord? Tout le monde s'est déplacé à la même vitesse, donc il n'y a aucun déphasage possible. D'accord? Jusque-là. Eh bien, la réponse, c'est que là, on se déplace, on se propage dans un milieu transparent, diélectrique, et nous avons des petits problèmes que je vais vous expliquer tout à l'heure. D'accord? En réalité, toutes les composantes fréquentielles de ma bande de signal, eh bien, ne voyagent pas très exactement à la même vitesse. D'accord? Elles ne se propagent pas à la même vitesse. Et forcément, si je parcours une même et unique trajectoire, d'accord, eh bien, il va y avoir forcément un petit décalage ou un petit déphasage temporel. Alors, ce que j'ai l'habitude d'expliquer aux étudiants, alors ouvrez bien vos oreilles pour comprendre ce phénomène de dispersion intramodale.
D'accord. Alors voilà, par exemple, vous avez un parcours dans un stade, hein. Vous êtes dans un stade, il y a un parcours, d'accord, qui fait à peu près 400 mètres, d'accord. Alors vous avez des coureurs olympiques qui vont démarrer en un point. Ils démarrent tous en même temps. Alors, il faut bien comprendre que ces coureurs-là, par exemple, sont les composantes, par exemple, fréquentielles d'un signal. Eh bien, les coureurs ne vont pas tous à la même vitesse. Il y en a qui vont courir plus vite que d'autres. D'accord? Et donc, automatiquement, à la ligne d'arrivée, au point grand L, vous allez avoir un coureur qui arrive en premier et finalement un coureur qui va arriver en dernier. D'accord? Et je vais dire qu'il va y avoir une dispersion ou un déphasage temporel entre, qu'on appelle aussi retard intramodal à l'intérieur du mode, eh bien, entre le premier arrivé et le dernier arrivé. D'accord? C'est compris. هذه l'explication. C'est exactement ce phénomène. Et finalement, regardez, deuxième explication, imaginez le scénario suivant. Si vous avez par exemple, euh, mettons, un petit nombre de coureurs et un grand nombre de coureurs, eh bien, statistiquement, le retard sera beaucoup plus important si vous avez un grand nombre de coureurs. D'accord? C'est-à-dire, plus le nombre de coureurs devient grand, et plus le retard est potentiellement plus important. D'accord? C'est-à-dire, si vous avez 8 coureurs qui partent du point de départ pour atteindre la ligne d'arrivée, il va y avoir un petit retard, un petit décalage. Mais si vous, au lieu de prendre 8, vous en prenez 80, eh bien, le retard sera forcément plus grand. D'accord? Statistiquement parlant. Eh bien, c'est exactement le même phénomène. Alors, pourquoi je dis 8 coureurs et 80 coureurs? Eh bien, 8 coureurs, ça va concerner par exemple un signal, si vous voulez, de petite taille en termes de bande passante, et 80, eh bien, ça sera un signal eh bien, qui est 10 fois plus large. D'accord? Donc, le paramètre, d'ailleurs, il est important. D'accord? Le paramètre largeur de bande est très important. Ça va, vous avez compris un petit peu de quoi il s'agit pour l'explication? C'est vu. Donc, mon problème est que, voilà, quand j'ai une petite bande de signal à véhiculer sur une longueur grand L, eh bien, les composantes fréquentielles ne voyagent pas à la même vitesse. Alors, c'est dû à quoi? On va le voir au fur et à mesure de l'avancement du chapitre, d'accord, d'aujourd'hui. OK? Est-ce qu'il y a des petites questions? Ça va jusque-là? C'est bon? Je continue. Oui. Très bien. Alors, je vais commencer par des choses extrêmement faciles, très simples, que vous avez déjà vues en théorie du champ électromagnétique, qui s'appelle vitesse de phase. Alors, il faut bien comprendre que lorsqu'on vous a présenté la théorie du champ, etc., on vous a toujours parlé d'une fréquence F, d'une longueur d'onde lambda, ou d'une pulsation oméga. C'est-à-dire, on vous parle d'une valeur unique. D'accord? Et cette valeur, évidemment, on l'injecte dans un terme en exponentiel, moins i fois kr, moins oméga t. Là, je crois que je n'ai pas mis un signe moins, bon, peu importe, ça ne change rien. D'accord? Et vous vous apercevez que finalement, j'ai une valeur unique. Alors, quand vous avez une valeur unique, vous avez ce qu'on appelle une phase unique. D'accord? C'est ce que vous avez l'habitude de voir ou de manipuler, d'accord, en théorie du champ. Là, il faut mettre un petit signe moins, d'accord, devant l'exponentielle. J'ai oublié de le mettre. Alors, lorsqu'une onde électromagnétique monochromatique de fréquence nu égale oméga divisé par 2pi se propage librement dans un milieu d'indice n, d'accord, eh bien, le terme de phase harmonique est de la forme exponentielle moins i k scalaire r moins oméga t. D'accord? K est le vecteur d'onde, dont le module égale 2pi sur lambda, qui est égal à oméga divisé par V. OK, non pas par C. Parce que je suis dans un milieu, a priori, d'indice N. D'accord? Alors, si je dis que V égale C sur N, d'accord? Eh bien, je vais dire que
paramètre V représente ce qu'on appelle la vitesse de phase. C'est une valeur unique, d'accord? C'est une seule valeur. C'est-à-dire, j'ai V égale C sur N, et donc j'ai forcément une seule valeur V que j'appelle vitesse de phase. D'accord? Bien. Alors, je vais essayer d'avancer un petit peu dans les explications. Alors, comme V égale C sur N, eh bien, Monsieur, une question. oui, allez-y, je vous écoute. Pourquoi il s'appelle la vitesse de phase? Donc, V est induit dans K, le vecteur de Voilà, K. bien, vous avez tout à fait raison de poser cette question et je vais vous répondre. D'accord? Pourquoi on appelle ça une vitesse de phase? Parce que, chauffe, elle est une seule valeur de fréquence. D'accord? La valeur est unique mathématiquement, c'est une seule valeur. Tout à l'heure, vous allez comprendre la différence quand je n'ai plus. Quel est l'opposé d'une phase? Eh bien, c'est un groupe. D'accord? Une phase, ça veut dire que c'est un seul individu. D'accord? Un seul être mathématique. OK? Donc, vous savez très bien, vous avez fait de la théorie du champ. Le terme de phase, c'est quoi? C'est exponentielle moins i, etc., k scalaire r, etc., moins oméga t. Vous avez une seule valeur de oméga. Donc, vous avez une seule valeur de phase. La phase, elle est unique. D'accord? Ce n'est pas un système multiphase. Et à partir de là, si vous avez une seule phase, vous avez une seule vitesse. La vitesse, c'est quoi? C'est oméga, d'accord? Pardon. La vitesse, c'est oméga sur k, module de k. D'accord? C'est compris. Donc, je parle de Oui, phase, d'accord. c'est-à-dire j'ai une seule vibration. C'est une vibration qui est unique. OK? Il n'y a pas un ensemble de vibrations. Par contre, quand on va envoyer une bande de signal, vous allez envoyer une composition de vibrations, c'est-à-dire vous allez envoyer une bande de fréquences. OK? Et on va s'apercevoir que on aimerait que toutes ces petites fréquences qui constituent ma bande de signal, eh bien, se propagent à la même vitesse. Eh bien, ce n'est pas le cas. D'accord? Vous avez compris? Donc, essayez de suivre les explications, vous allez comprendre la différence tout à l'heure quand je vais introduire la notion de groupe. Pour le moment, je suis en train de vous rappeler des choses que vous avez vues. C'est-à-dire, quand on vous a introduit la théorie du champ, on vous a décrit ce qu'on appelle des vibrations monochromatiques, c'est-à-dire avec une seule valeur de oméga, ou une seule valeur de fréquence ou de lambda. Mais ça, dans la nature, ça n'existe pas. C'est-à-dire, on ne peut pas envoyer un signal avec. D'accord? Ça n'a aucun. C'est strictement impossible. Dans la réalité, tout système est composé d'un ensemble de vibrations. D'accord? C'est-à-dire, on va avoir à faire ce qu'on appelle des groupes d'ondes. D'accord? Alors, essayez de Monsieur, suivre un petit peu. c'est des Oui, oscillations. oui, Les oscillations. Tout oui. système oscille, vibre. Oui, 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 non. Allô? Pour le moment, je suis en train de vous décrire, si vous voulez, une vibration unique. C'est-à-dire au sens classique que vous avez déjà vu en théorie, les ondes électromagnétiques. D'accord? En fait, je vais aller vers quelque chose d'un peu plus proche de la réalité, c'est-à-dire ce qu'on appelle un groupe d'ondes. D'accord? C'est-à-dire quand j'essaie de vous expliquer une chose, regardez, il faut le comprendre une fois pour toutes. Quand vous avez une seule, pardon, excusez-moi, quand vous avez une seule valeur, une seule vibration caractérisée par une seule valeur de oméga, eh bien, je dis que j'ai une phase. OK? Évidemment, tout à l'heure, on va passer à quelque chose qu'on appelle un groupe. OK? Vous avez vu? Alors, ça, c'est classique. Vous avez déjà vu toutes ces notions-là. V égale C sur N. C, c'est la célérité dans le vide absolu. N, c'est un indice de réfraction, c'est la constante d'epsilon. La racine, pardon, d'epsilon R. D'accord? Évidemment, je considère que les milieux que je manipule sont non magnétiques, hein, c'est-à-dire j'ai toujours
mu indice R qui valent 1. D'accord? Tous les diélectriques qu'on manipule sont des milieux non magnétiques et par conséquent, vous n'avez pas de, d'accord, vous n'avez pas de constante mu R. Hein. Ok, c'est pour ça que j'ai exclusivement epsilon relatif. Ok pour tout le monde. Bien. Alors, à partir de là, regardez, quand vous écrivez que module de K, que je vais appeler K, d'accord, est égal à oméga sur V, eh bien, je dis que c'est N fois oméga sur C, c'est-à-dire je remplace V, la vitesse de phase, par C sur N. Automatiquement, le paramètre N, donc qui est l'indice de réfraction, va passer au numérateur. D'accord? Alors, oméga sur C, c'est quoi? Par définition, c'est K0. C'est ce qu'on appelle le vecteur d'onde dans le vide absolu. C'est-à-dire, là, vous avez un lien entre ce qu'on appelle le vecteur K dans un milieu d'indice N. Si votre onde se propage dans un milieu d'indice N, par rapport à K0, qui est tout simplement le vecteur d'onde dans le vide absolu. D'accord pour tout le monde? Est-ce que c'est compris? C'est très simple, il s'agit simplement de remplacer. On sait que oméga sur V, c'est K, oméga sur C, c'est K0. Et le lien entre les deux, eh bien, c'est N. D'accord? K égale N fois K0. D'accord? Alors, à partir de là, je sais que le module de K, c'est 2pi sur lambda. Eh bien, là, je vais avoir deux longueurs d'onde, l'une relative au milieu d'indice N et l'une relative au milieu d'indice 0 qu'on appelle le vide. D'accord? Bien, donc on va appeler lambda 0. D'accord? Donc il me suffit de remplacer. Je vais dire que 2pi sur lambda, qui est égal à, donc à k, c'est n fois 2pi sur lambda 0. Alors lambda, c'est quoi? C'est la longueur d'onde dans le milieu d'indice n. Et lambda 0, c'est la valeur de lambda dans le vide, qu'on appelle longueur d'onde absolue. Alors, à partir de là, je tire que lambda 0 égale à n fois lambda. OK? Lambda 0, c'est n fois lambda. C'est-à-dire que la longueur d'onde dans le vide absolu, d'accord, c'est un paramètre qui est dit absolu, tandis que lambda, dans un milieu d'indice n, est dit longueur d'onde relative au milieu d'indice n. Alors, il faut savoir que, regardez, en électromagnétisme, les paramètres de fréquence oméga ou la f, si vous voulez, bien nu, sont indépendants de l'indice n. Mais les longueurs d'onde, elles, dépendent de n, au même titre que les vitesses. D'accord? Vous avez les vitesses et les longueurs d'onde qui dépendent de l'indice n. OK? Alors voilà, c'est écrit noir sur blanc. La fréquence angulaire oméga, ou bien son corollaire, c'est-à-dire la fréquence nu, qui est égale à oméga sur 2pi, ne dépendent pas du milieu de propagation. C'est des constantes. Elles ne dépendent absolument pas de l'indice n du milieu. Ce qui dépend de l'indice n du milieu, eh bien, c'est la vitesse. Et par conséquent, quand je combine les vitesses avec les fréquences, eh bien, c'est la longueur d'onde qui va, elle, également dépendre de l'indice n. D'accord pour tout le monde? Est-ce que vous avez compris ce premier point? En fait, vous allez voir que finalement, je fais un petit peu cette petite introduction. Je ne sais pas si on vous a parlé de toutes ces affaires-là au premier semestre. Non, on ne vous en a jamais parlé. Alors, c'est l'occasion. Oui, Oui, on monsieur, on vous a en a déjà parlé. les lois de V, de oméga, le vecteur K. Très Oui. bien. Donc, c'est un rappel. Juste les notions, les termes scientifiques, ماشي les mêmes. Oui, mais Monochromatique, c'est la même chose. Hein. Bon, c'est ma façon de présenter, hein, d'accord. Mais en d'accord. réalité, Les mêmes lois. c'est exactement la même chose. C'est les mêmes lois. D'accord. Donc, faites ça, je vous ai décrit quelque chose qui est ce qu'on appelle une vibration unique électromagnétique, qu'on appelle une phase. C'est-à-dire, bon, c'est un abus de langage. Hein, quand je dis une phase, ça veut dire, d'accord, j'ai une seule onde
harmonique, d'accord, qui va se propager, d'accord, dans un milieu, soit le vide absolu, soit un milieu quelconque d'indice n, d'accord. Comme la vibration est unique, eh bien, elle a une valeur unique de oméga, de fréquence, elle aura une valeur unique de vitesse, si vous voulez, suivant le milieu dans lequel elle se propage, et automatiquement, elle aura une valeur unique de longueur d'onde tannée suivant le milieu dans lequel elle se propage. Ok, ça va jusque-là. Je pense que ce n'est pas compliqué. Est-ce que tout le monde a un petit peu compris ce que je suis en train de raconter? C'est bon? Bien, maintenant, je vais passer vers quelque chose d'un peu plus, je dirais pas compliqué, non, mais un peu plus général, c'est-à-dire, en fait, qui correspond à ce qu'on appelle la réalité. Dans la réalité, vous n'avez pas, ça n'existe pas. Une onde électromagnétique avec une seule valeur d'oméga n'existe pas dans la nature. D'accord? Il faut le savoir. Toute source est composée d'ensemble de petites vibrations. C'est un ensemble. Eh bien, cet ensemble, on va lui donner un petit nom, très gentil, très sympathique. On va appeler ça un groupe d'ondes. D'accord? D'accord? Toute source rayonnante, eh bien, a ce qu'on appelle, matériellement parlant, un ensemble de vibrations qu'on va appeler un groupe d'ondes. Donc, je vais y aller doucement. Hein. Vous m'arrêtez. Si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez, s'il vous plaît. D'accord? Il a me fait un touche. Vous m'arrêtez, je reprends les explications. C'est compris? OK? On fait comme ça. Alors, allons-y. Donc, je vais aller vers la vitesse de groupe, ou notion de groupe d'onde. Donc, avant de parler de vitesse de groupe, je vais parler de, finalement, qu'est-ce qu'un groupe d'onde? Eh bien, je dis que généralement, une source de rayonnement lumineux, telle qu'une diode électroluminescente, une diode laser, etc., rayonne généralement suivant un ensemble de trains d'ondes électromagnétiques. C'est-à-dire, je n'ai pas une seule valeur de oméga, mais un ensemble de valeurs de oméga qui sont réparties ou distribuées autour d'une fréquence maximale qu'on va appeler oméga 0 ou bien nu 0. D'accord? De manière déjà, c'est-à-dire si vous prenez déjà une source. Alors une telle distribution, d'accord, que je vais vous montrer ici sur le schéma, eh bien, représente quoi? Eh bien, elle va représenter la distribution de puissance en fonction de la fréquence rayonnée. Alors, vous voyez, par exemple, je vais mettre un paramètre que je vais appeler P sur P0. D'accord? C'est une distribution exactement qui m'aide les probabilités. Et évidemment, vous avez donc une valeur maximale qui vaut 1. Et vous avez, on va prendre une valeur qu'on appelle 0,5, c'est-à-dire à mi-hauteur. D'accord? Pour définir les bordures. Parce que généralement, quand vous prenez des fonctions de distribution, comme ceci, eh bien, vous voyez bien que vous tendez vers 0, eh bien, très très loin. C'est-à-dire, il faut aller, d'accord? Donc, je suis obligé de me fixer une bordure, d'accord? Et le critère que je vais prendre, c'est tout simplement un demi, d'accord? De manière générale. On va prendre un demi parce que je ne connais pas, si vous voulez, mathématiquement l'allure un petit peu de cette distribution. D'accord? Alors, une telle distribution eh bien, va tout simplement désigner ce qu'on appelle un groupe d'ondes. D'accord? C'est-à-dire, j'ai un ensemble de vibrations qui sont comprises entre, alors là, j'ai pris justement nu en terahertz, eh bien, ça sera compris entre nu 0, donc qui est la valeur maximale, la valeur pour laquelle j'ai un maximum de puissance, c'est-à-dire c'est la valeur pour laquelle P sur P0 vaut 1, et évidemment, je vais avoir à l'extrémité d'un côté nu 0 plus delta nu divisé par 2 et nu 0 moins delta nu divisé par 2. Alors qu'est-ce que delta nu? Delta nu, c'est une largeur, d'accord? C'est une petite bande de fréquence qui va me définir, tout ça, qui est définie, pardon. Alors delta nu, on peut l'appeler aussi delta nu 1,5, eh bien c'est tout simplement la largeur de bande de fréquence correspondant à P sur P0 égale à 1,5.
C'est-à-dire, je vais considérer que c'est un petit peu la bordure, d'accord, de mon groupe. Je suis bien obligé de lui définir une limite, hein, d'accord. Je ne vais pas prendre la limite à l'infini, ça n'a pas de sens. Et donc, je vais prendre la limite à 0,5, à 1,5. Comment on le fait quand vous calculez, par exemple, comment dire, la réponse d'un filtre, ou bien vous calculez, d'accord, le gain d'un amplificateur, etc. Vous prenez toujours la bande passante, le filtre, ou bien l'amplificateur, etc. Vous le prenez à 0,5. D'accord, ce qu'on a de coutume de faire en électronique. D'accord, jusque-là. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, j'ai représenté, Agdaya, si vous voulez, une espèce de courbe. Alors, on verra un peu plus tard que cette courbe-là, ça peut être par exemple la bande passante d'un signal, ça peut être. D'accord, tout dépend des cas. Tout dépend de ce qu'on envoie comme signal à travers notre guide monomode. D'accord? Donc, pour le moment, j'ai représenté Agdaya une espèce de petite cloche qui représente, si vous voulez, une certaine bande de fréquence que j'appelle delta nu ou bien delta oméga. D'accord? Delta oméga, c'est 2pi fois delta nu. D'accord? C'est 2pi fois delta nu. Alors, la particularité, c'est que cette bande de fréquence présente un maximum sur une fréquence qu'on appelle une fréquence centrale, nu 0. D'accord? Donc, il y a deux petites définitions. La première définition, c'est la fréquence centrale, correspondant au maximum de puissance émis par ce système. Et vous avez une largeur à mi-hauteur, c'est-à-dire à 0,5. D'accord pour tout le monde? C'est vu? Est-ce qu'il y a des questions? On va y aller doucement. C'est bon jusque-là, je continue? Bien, on va continuer, puisqu'il n'y a pas de... Apparemment, tout le monde est OK. Alors, très très bien. Donc, on dit que l'allure mathématique de la courbe qui décrit cette distribution n'est pas importante en soi, c'est-à-dire je n'ai pas... En réalité, on fait des mesures avec un spectromètre et puis on trace ce qu'on appelle communément le spectre, d'accord? Alors, généralement, il faut savoir que dans le domaine optique, il est très difficile de faire des mesures spectrométriques en fréquence parce que les fréquences sont extrêmement élevées. Elles sont autour de 10 puissance 14 Hertz. Ce sont des fréquences extrêmement élevées. Et donc, il va être très compliqué, électroniquement parlant, de mesurer de telles fréquences. Donc, généralement, les mesures expérimentales sont faites en longueur d'onde. D'accord? Les spectromètres fonctionnent en lambda. C'est compris. Donc, ça, c'est une nouvelle notion aussi que j'essaie de vous inculquer. On parle de résolution. Alors, quand vous avez un spectromètre, vous allez chez un marchand de spectromètre acheter un spectromètre, il faut, première question, lui demander comment il fonctionne. Est-ce qu'il fonctionne en fréquence ou en longueur d'onde? Eh bien, il va vous répondre, il va vous dire il fonctionne, il vous affiche comme vous voulez. Il va vous dire il vous affiche en lambda ou bien en fréquence. Mais attention, il ne faut pas tomber dans le piège. Il y a ce qu'on appelle le spectre réel, ou on appelle ça le spectre en temps réel, et vous avez ce qu'on appelle le spectre qui est obtenu par transformation, c'est-à-dire par calcul, d'accord, au moyen d'une petite carte mère, etc., d'accord. Généralement, dans le domaine optique, eh bien, le spectre qu'on appelle en temps réel, eh bien, il est fait en longueur d'onde, c'est-à-dire la variable qui est utilisée, c'est lambda, d'accord. On dit que le spectromètre est résolu en longueur d'onde, il a une résolution en lambda. Comment on obtient l'équivalent en fréquence? Eh bien, par une règle de conversion. D'accord? Eh bien, la règle de conversion, elle est très simple. Vous avez lambda 0 égale C sur lambda 0, c'est-à-dire dès que vous avez mesuré une quantité correspondant à une valeur de lambda,
vous lui associez la fréquence correspondante nu 0. D'accord? C'est-à-dire, si vous avez mesuré, par exemple, un maximum à une valeur lambda 0, eh bien, quel est l'équivalent en fréquence? Eh bien, ce sera nu 0 égale C sur lambda 0. Maintenant, pour la largeur, si vous avez mesuré une certaine largeur delta lambda, quel est le lien entre, justement, la bande delta nu et delta lambda? Ben, c'est facile. Il ne faut surtout pas dire, surtout pas, hein, je vous le dis tout de suite, il ne faut surtout pas vous amuser à dire que nu égale C sur lambda, donc automatiquement delta nu égale C sur delta lambda. C'est complètement faux. D'accord? Il faut utiliser une relation de dérivation. D'accord? Puisque nu égale C sur lambda, eh bien delta nu égale C sur lambda 0 carré delta lambda. D'accord? On obtient, d'accord, parce que les deltas sont des valeurs très petites par rapport aux valeurs nu 0 et lambda 0. Donc, on passe par le calcul de dérivation. OK? Voilà. Donc, là, on vous donne des petits exemples. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Il y a des, il y a des, il y a des questions où là, je reprends l'explication. C'est bon? Monsieur, Oui. monsieur, pouvez-vous répéter la dernière idée où je parle? Il n'y a pas de problème, bien sûr. Il n'y a aucun problème. Donc, voilà, je vous dis deux choses. Regardez. Le spectre est toujours mesuré. Ce n'est pas quelque chose que vous allez calculer ou l'a inventé. D'accord? Il est issu d'une mesure. D'accord? La mesure, elle se fait en lambda, toujours. C'est une règle dans le domaine optique. Pareil, le domaine des micro-ondes, on a le domaine de rayonnement optique. Alors, une des particularités du domaine optique, c'est que les fréquences, et vous l'avez déjà vu, sont très élevées. C'est-à-dire, typiquement, si vous êtes dans l'infrarouge ou là, dans le visible, etc., vous êtes autour de quelques centaines de térahertz, c'est-à-dire vous êtes autour de 2 à peu près, de 2 10 puissance 14 Hertz. Alors, électroniquement parlant, on ne peut pas atteindre des mesures sur des fréquences aussi élevées. Donc, les mesures se font avec ce qu'on appelle une calibration en longueur d'onde. Comment on fait pour obtenir le spectre en fréquence? Eh bien, par une règle de conversion. D'accord? La règle de conversion, elle est très simple. C'est-à-dire, si vous avez mesuré, par exemple, une fréquence centrale lambda 0, eh bien, pour obtenir l'équivalent nu 0, qu'est-ce que vous faites? Vous dites que nu 0 égale C sur lambda 0. D'accord? Maintenant, si vous voulez obtenir la largeur de bande delta nu, eh bien, vous avez mesuré la largeur de bande delta lambda. C'est bon, c'est une mesure qui est faite. OK? Expérimentalement parlant. Eh bien, je dis que delta nu, eh bien, c'est C sur lambda 0 carré fois delta lambda. D'accord? C'est-à-dire que, en réalité, qu'est-ce que je dis? Je dis que je fais tout simplement une dérivation. Je sais que nu égale C sur lambda. Donc, je dis que d de nu sur d lambda égale à moins C sur lambda au carré. Quand je passe aux écarts positifs, avec le signe moins, qu'est-ce qui me traduit? Il me traduit le fait que lorsque lambda augmente, nu diminue, ou inversement. Lorsque lambda diminue, nu augmente. D'accord? C'est le signe moins. Mais moi, je vais l'enlever parce que moi, ce qui m'importe, c'est la valeur absolue des largeurs delta nu par rapport aux largeurs delta lambda. À ce moment-là, je dis que je passe du d infinitésimal au delta et je dis que delta nu, c'est C sur lambda 0 carré, puisque ma longueur d'onde de référence dans mon spectre, c'est lambda 0, donc c'est la longueur d'onde maximale, fois donc delta lambda. Je pense que c'est clair. Je vous donnerai des petits exos à faire comme ça. Hein. On fera des petits calculs, hein, d'accord? Je vous donnerai des petits exos à faire là-dessus. C'est pas compliqué. D'accord? Ça va pour l'explication, mademoiselle Bourmad? Oui, monsieur, merci. Très bien, on continue. Alors, on va continuer. Je vais y aller doucement. Je ne veux pas vous brusquer, ça ne sert à rien. Voilà, vous avez un petit exemple ici.
Par exemple, si je prends une diode laser qui rayonne à 1,552 micromètres sur une largeur delta lambda, donc vous voyez, j'ai fait une mesure spectrométrique avec un appareil qui fonctionne en lambda. Il me dit que la diode, elle rayonne au maximum, puissance maximale à 1,552, où la largeur à mi-hauteur, c'est 0,15 nanomètres. D'accord. Eh bien, je peux déduire directement la fréquence nu0, qui est égale à C sur lambda 0. Eh bien, c'est 193,1 10 puissance 12 Hertz, ou bien 1,93 10 puissance 14 Hertz. Et le delta nu, qui est égal à C sur lambda 0 carré, eh bien, ça vaut 18,7 gigahertz. D'accord? Vous voyez que le 18 gigahertz est beaucoup plus petit que le 10 puissance 14 Hertz. D'accord? C'est compris. Donc voilà, je vous ai donné juste un petit exemple numérique pour expliquer un petit peu, pour étoffer, d'accord, nos explications. Alors, je vais donc, là il y a juste des petites explications. Pour le moment, bon, on n'en a pas besoin. Donc, je vais aller vers un autre point avant d'aborder la notion de vitesse de groupe. Je vais vous dire la chose suivante. Alors, dans les matériaux diélectriques, vous avez un phénomène, d'accord, de dépendance. D'accord, quand je dis les matériaux diélectriques, donc je pense un petit peu aux matières transparentes, telles que le verre, la silice, etc., les verres dopés, certaines matières plastiques, etc., etc. Alors, elles ont une petite propriété relativement particulière qui dit que l'indice de réfraction, N, dépend de la fréquence ou là, de la longueur d'onde. D'accord? Et ça, on le voit notamment quand vous prenez par exemple un prisme en verre. D'accord? Quand vous prenez un prisme en verre, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous chercher une petite image. Je ne sais pas si j'ai une image qui représente un prisme. D'accord? Bon, il y a tout un petit. C'est pas ça qui m'intéresse, hein, d'accord? Mais c'est pas que l'explication phénoménologique qui est intéressante. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que toutes les substances à l'eau transparentes, eh bien, elles ne réagissent pas de la même manière. Leur indice de réfraction n'est pas le même, d'accord? Suivant la longueur d'onde qui les parcourt. Alors, vous avez un exemple très, très frappant, qui est celui du prisme, d'accord? Vous avez déjà vu, qu'est-ce qui se passe? Vous injectez une lumière blanche, d'accord, dans un prisme. Vous attaquez la face d'un prisme avec une lumière blanche. De l'autre côté, sur la deuxième face du prisme, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez récupérer un arc-en-ciel. OK? Vous avez déjà vu ça? Vous ne l'avez jamais vu? Je vais essayer de vous trouver une image. Je dois avoir une image dans les archives TAE. Je vais vous la montrer tout à l'heure. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? La lumière blanche, c'est quoi? C'est un mélange de longueur d'onde dans le domaine visible, entre 0,4 micromètres jusqu'à 0,78. D'accord? Alors, la lumière blanche rentre avec le même angle, mais vous avez les différentes composantes de la lumière blanche qui vont sortir avec des angles différents. Alors, pourquoi? Eh bien, tout bêtement parce que l'indice de la substance qui constitue le prisme n'est pas la même pour chacune des longueurs d'onde. Donc, vous allez avoir, pour chacune des composantes de la lumière blanche, ce qu'on appelle un angle de transmission à travers le prisme, d'accord, qui sera différent. Et finalement, la lumière va se décomposer. Vous allez observer une décomposition de la lumière blanche, d'accord?
vous allez observer dans l'espace une séparation de toutes les longueurs d'onde. Alors, c'est exactement le même phénomène qui se produit quand il pleut. Vous avez un arc-en-ciel. Eh bien, l'arc-en-ciel se produit à travers les couches atmosphériques qui La contiennent de l'huile. décomposition. Voilà, vous avez une décomposition de la lumière. Très bien. Alors, la décomposition, elle est due à quoi? Elle est due au fait que N, l'indice de réfraction, dépend de lambda. C'est-à-dire, ce n'est pas le même. L'indice pour le rouge et l'indice pour le bleu n'est pas le même. Donc, quand vous appliquez les lois de Descartes, tout bêtement, eh bien, vous n'aurez pas le même indice pour le rouge et pour le bleu. Et automatiquement, les angles vont être différents. Les angles, d'accord, de transmission à travers les milieux seront différents. Et automatiquement, ils vont se séparer dans l'espace. On dit ils vont subir une décomposition. D'accord? Je vais essayer de vous chercher une petite image d'un prisme. Je vais essayer de voir si j'arrive à mettre la main dessus. Je ne sais pas. Donc, j'aille dans mes images. Voilà. Je ne pense pas l'avoir. Non, malheureusement, je l'ai paumé. Je ne l'ai pas. Non, j'ai pas. Dommage. Allez, c'est une image, d'accord, standard. Vous pouvez trouver ça en cherchant sur Internet, l'image d'un prisme. Donc, vous avez un petit faisceau de lumière blanche qui rentre et puis vous avez un arc-en-ciel de l'autre côté. D'accord? C'est vu? Bien. Donc, je reviens vers vous. OK. Alors, ce phénomène, dans les diélectriques, bon, il y a des gens qui ont essayé de faire des modèles, etc., d'expliquer que N dépendait de lambda. Et donc, vous avez donc, bon, là, je vous le donne, mais ce n'est pas la peine, je ne vais pas rentrer dans le détail. En fait, ce qui m'importe, c'est de savoir que N, l'indice, dépend de lambda. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir une conséquence qui est importante. D'accord? Donc, voilà ce qu'il faut savoir dans un premier temps, matériellement parlant, du point de vue matériel, c'est-à-dire dans un matériau donné, diélectrique, eh bien, l'indice N dépend de lambda. D'accord? Et finalement, bon, il y a des petits, des petits modèles comme ceci, que vous allez trouver dans la littérature. Ça, je l'ai mis, parce que dans la littérature, ils essaient de dire que N au carré en fonction de lambda, voilà, se met sous cette forme-là. D'accord? Etc., etc. Mais en réalité, bon, moi, ce qui m'importe, ce n'est pas tellement ces lois en question, mais plutôt de dire que, bon, finalement, bon, j'ai une courbe expérimentale, etc. Bon, mais qui vous donne des... Ah, bah le voilà, le voilà, je l'ai retrouvé. Vous voyez, avec le prisme. Vous voyez le prisme? Le prisme de Newton. C'est le prisme de Newton. D'accord? Pour décomposer la lumière blanche. Voilà, comme de la lumière qui rentre. Vous voyez, vous avez un faisceau blanc. C'est quoi? C'est un mélange de toutes les couleurs. Et là, vous voyez, à l'intérieur du prisme, les couleurs commencent à se séparer. Ok, le prisme, elles sont franchement séparées. C'est dû à quoi? Eh bien, c'est dû à, tout simplement, au phénomène de N égale N de lambda. D'accord? C'est-à-dire, quand vous appliquez la loi de Descartes, bon, toutes les composantes de la lumière vont pénétrer avec le même angle. Mais comme l'indice est différent, ici à l'intérieur du prisme, eh bien, les angles de transmission dans le prisme vont être différents. Et au final, vous allez avoir une décomposition complète, d'accord, de la lumière. Donc, c'est la première. OK. C'est l'exemple le plus éloquent qu'on puisse trouver, d'accord, pour expliquer le fait que l'indice de réfraction dépend de la longueur d'onde. D'accord, pour tout le monde? C'est vu? Moi, j'étais en train de chercher l'image et finalement, elle était dans le cours. D'accord, je l'ai déjà insérée. Je l'ai fait, je pense, l'an dernier. D'accord? C'est vu? Donc, finalement, quand vous regardez ce prisme-là, dans ce prisme, on arrive à montrer, bon, c'est un petit parcours, hein, la lumière, elle parcourt quelques centimètres, et finalement, eh bien, voilà, donc je décompose ma lumière, etc. Alors, si vous prenez maintenant
un parcours dans un diélectrique, c'est-à-dire sous forme d'un mode de résonance, etc., vous prenez une petite bande de fréquence quelconque, delta nu, prenez un petit groupe d'ondes. Est-ce que, à l'intérieur de ce groupe, l'indice sera le même? Eh bien, l'indice va être différent. OK? Et si l'indice est différent, quelle va être la conséquence pour les vitesses? Eh bien, à l'intérieur de ce groupe d'ondes, je vais avoir des vitesses, d'accord, qui seront différentes. OK? Et à ce moment-là, je ne vais plus parler, à l'intérieur d'un groupe, je ne vais plus pouvoir parler d'une vitesse unique. Si vous avez une vitesse unique, je dis que j'ai une phase. Mais là, je n'ai plus une phase. Je vais avoir ce qu'on appelle un groupe. Et automatiquement, je vais définir ce qu'on appelle une vitesse dans le groupe d'ondes. C'est-à-dire, je vais définir une vitesse à l'intérieur du groupe. Comment elle est faite? Je vais vous la décrire tout de suite. C'est une fonction qui dépend de lambda. D'accord? C'est compris? Pardon, hein. J'essaie de... Je vais essayer de vous expliquer la notion de vitesse de groupe. C'est important. OK? Alors, on va y aller pour les explications, très rapidement. Et on va trouver une petite formule très sympathique, d'accord? Qui ressemble étrangement à la vitesse de phase. D'accord? Ça va jusque-là? Donc, ce n'est pas la peine de vous embêter avec les histoires de modèles de Selmier que je vous ai donné, etc. Bon, c'est de la physico-chimie, d'accord, en fait, ça intéresse beaucoup plus les gens qui font de la physique ou de la chimie, etc., des matériaux. Mais là, ce qu'on doit savoir, nous, en tant qu'électroniciens, il faut savoir que eh bien, la matière transparente ne réagit pas de la même manière aux différentes longueurs d'onde. D'accord? C'est tout, point à la ligne. C'est vu? Bon, ben, évidemment, on aura des courbes expérimentales. Bon, et puis à ce moment-là, on va se contenter de prélever les valeurs qui nous intéressent. C'est-à-dire, dans le domaine de fréquence où on va travailler, eh bien, on va essayer de prélever les valeurs caractéristiques qui nous concernent. D'accord pour tout le monde? Bien, alors je vais essayer de continuer mes petites explications. Je vais continuer mon petit parcours. Ça va? Pas de problème, je continue. Oui. Très bien. Allons-y. Donc, vous avez ce fameux prisme, d'accord, qui montre un petit peu la dépendance de la matière transparente en fonction de lambda. Et donc, le paramètre en question, c'est tout simplement l'indice n. Bien, alors maintenant, je vais définir ce qu'on appelle la notion de vitesse de groupe. Alors, qu'est-ce que la vitesse de groupe? Eh bien, c'est un paramètre qu'on va noter V indice G. Alors, la vitesse de phase, tout à l'heure, je l'ai définie comme étant oméga divisé par K. Vous vous en souvenez? On l'a fait tout à l'heure. Je peux revenir en arrière si vous voulez. On a dit que la vitesse de phase, pour une vibration unique, pour une seule valeur de vibration, eh bien, c'est oméga divisé par K. Là, je suis à l'intérieur d'un groupe, d'accord? Eh bien, je vais dire que ma vitesse de groupe, eh bien, c'est la variation de oméga par rapport à la variation de K. D'accord? Alors que je vais exprimer de la manière suivante. Suivez, c'est des calculs qui ne sont pas difficiles. Ça a l'air un petit peu bizarre, mais... Alors, je vais, au lieu de manipuler oméga par rapport à K, je vais prendre K par rapport à oméga. Je vous dis pourquoi. Je vais considérer comme variable oméga. Pourquoi je prends oméga? Parce que oméga est une variable absolue, c'est-à-dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pour ça qu'il faut bien capter les messages que je vous envoie. D'accord? Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit que oméga ou bien la fréquence F ne dépendait pas de l'indice, il ne dépend de rien. Ils dépendent que de la source qui les produit. OK? La fréquence ou bien oméga, donc la fréquence nu ou bien F, ou bien son corollaire oméga, ne dépendent absolument pas
de la matière dans laquelle vous êtes en train de vous propager. D'accord? Ce sont des variables dites absolues. OK? Et donc, je vais les utiliser parce que mathématiquement, il me faut travailler par rapport à une variable absolue. D'accord? Je ne peux pas manipuler K parce que K, vous allez voir, eh bien, K va s'écrire comme étant N de lambda 0, puisque N, maintenant, je sais que l'indice dépend de lambda, fois K0. D'accord? C'est-à-dire que si j'écris le terme différentiel K, eh bien, ça sera D de N fois K0 plus N0 fois D de K0. D'accord? C'est compris. C'est un produit de deux paramètres. K est le produit de N, fonction de lambda, et de K0. Est-ce que K0 dépend de lambda? On va le voir. OK. Donc, je reviens à l'inverse de la vitesse de groupe, 1 sur V indice G. Je dis que c'est D de N fois K0 plus N fois D de K0 divisé par D de oméga. D'accord? Ça va jusque-là? Est-ce que ça va? Feedback. C'est bon jusque-là? Monsieur, C'est bon, vous avez compris hein, les étapes de une calcul que je suis question. en train de faire. Très bien, Oui, je comprends. une question. Alish. Allez-y, allez-y. D'accord. On a utilisé là les dérives partielles par rapport à quoi? Par rapport à oméga. Voilà, c'est un terme différentiel. J'utilise une dérivation. Une D'accord. dérivation, Donc, donc K, mais chaque terme est dépendant de de variables lambda. Et vous allez voir, chaque qui terme va faire accompagnent. apparaître lambda. Et je termine D'ac- le calcul. Donc, comme vous allez comprendre. D'accord? C'est-à-dire, il y a D'accord. un produit de deux paramètres, un des K qui s'écrit comme N de lambda fois K0. D'accord? Bien. Alors, je continue. Pardon, excusez-moi. Je vais continuer mon calcul. Je ne sais pas si on m'entend. C'est bon, vous m'entendez? C'est bon, c'est bon? Oui, monsieur. Un petit. Oh là là, ça s'est coupé. Bon, c'est bon, tout le monde est là? Très bien. Alors, je continue, je reprends le partage. Voilà. C'est long à remettre en route. Hein. Bien. Alors, où est-ce qu'on s'est arrêté? Alors, très bien. Alors, je reprends. Donc, je disais que donc, K s'écrivait comme N de lambda 0 fois K0. Donc, si je prends le terme différentiel D de K, je dis que c'est D de N de lambda fois K0
plus n de lambda 0 fois d de k0. Donc, si je reprends l'expression de l'NA ici, je l'écris en bas, je dis que c'est d de n de lambda 0 fois k0 plus n fois lambda 0 fois d de k0, le tout divisé par d de oméga. D'accord? Donc, voici, finalement, donc je dis que c'est k0 d de n sur d oméga plus n d de k0 sur d de oméga. Et à votre avis, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais dire que finalement, K0, c'est quoi? Par définition, K0, c'est oméga sur C. D'accord? Et finalement, si je dérive d de K0 par rapport à d de oméga, là, regardez, si je dérive d de K0 par rapport à d de oméga, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 1 sur C. D'accord? C'est vu pour tout le monde. Donc, le terme-là, ce terme-là, qu'est-ce qu'il va me donner? Tout ce terme-là, il va me donner n de lambda divisé par C. D'accord? Le deuxième terme, il est facile à calculer. Il va me donner n de lambda divisé par C. Il reste maintenant à établir le premier terme, c'est-à-dire K0 fois d de n sur d de oméga. Et là, vous allez voir, c'est aussi une petite manip très très simple. Donc, j'ai déjà réglé le problème d'un K0 qui est égal à oméga sur C. Donc, la dérivée de K0 par rapport à oméga, c'est 1 sur C. Tout le monde le voit. Maintenant, il me reste à calculer d de n, d'accord, c'est-à-dire le premier terme, d de n, d de n par rapport à d de oméga. Alors, comment je vais faire? Eh bien, facile. Je dis que d de n, parce que n, il dépend de quoi? N, il dépend de lambda 0, d'accord? Eh bien, je vais faire une petite transformation. Je dis que d de n sur d oméga, c'est d de n sur d lambda 0 fois d lambda 0 sur d de oméga. OK? Eh bien, comme lambda 0, c'est 2pi fois c sur oméga, OK? C'est 2pi fois c sur oméga. Si vous voulez, c'est en réalité c sur nu. Et comme nu, c'est oméga sur 2pi, eh bien, je dis que lambda 0, c'est 2pi fois c sur oméga. Ça veut dire que la dérivée de lambda 0 par rapport à oméga, eh bien, ça va me donner moins 2pi c sur oméga au carré. D'accord? Eh bien, finalement, ma dérivée de n de lambda 0 par rapport à d oméga, eh bien, c'est moins 2pi c sur oméga 2 fois d de n sur d lambda. D'accord? Alors, je reviens à mon expression qui me donne l'inverse de la vitesse de groupe. Eh bien, je dis que c'est moins oméga divisé par c. D'accord? Pourquoi moins oméga divisé par c? Parce que c'est K0. Oméga sur c, c'est K0. OK? Ou il y a 2pi c sur oméga 2, d de n sur d lambda. Ça, c'est quoi? Ce terme-là, c'est d de n sur d oméga. D'accord? Et finalement, le dernier terme qu'on a calculé très facilement, qui est n de lambda 0 divisé par c. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Je vais avoir donc finalement, après simplification, je vais avoir oméga sur oméga au carré qui va s'en aller. Là, j'ai 1 sur c et là, j'ai c, ça va s'en aller. Il va me rester finalement moins 2pi, d'accord? Moins 2pi sur oméga. Eh bien, moins 2pi sur oméga, alors, j'ai oméga sur oméga 2, donc il va me rester un oméga au dénominateur, et j'ai un 2pi qui reste, j'ai le c et le 1 sur c qui vont s'en aller. Donc, finalement, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester moins 2pi sur oméga, c'est-à-dire moins 1 sur nu 0, d'accord? Moins 1 sur nu 0. Eh bien, moins 1 sur nu 0, c'est moins lambda 0 sur c. D'accord? Moins 1 sur nu 0, c'est moins lambda 0 divisé par c. Et voici la relation finale à laquelle j'aboutis. La relation qui donne 1 sur la vitesse de groupe, c'est moins lambda 0 divisé par c. La dérivée première de n par rapport à lambda, plus n de lambda divisé par c. Donc, vous voyez que j'ai le 1 sur c qui est commun. D'accord?
Et donc, finalement, j'ai une écriture qui est très simple. J'ai 1 sur la vitesse de groupe. Donc, je ramène le n de lambda en premier terme. Donc, c'est n de lambda moins lambda 0, dérivée première de n sur d lambda 0, divisé par c. Alors, le terme entre crochets, on appelle ça l'indice de groupe. D'accord? On appelle ça l'indice de groupe. D'accord? N de lambda désigne l'indice de groupe. Alors, le seul cas où l'indice de groupe est égal à l'indice n, c'est le vide absolu. Le vide absolu est un milieu non dispersif, c'est-à-dire c'est un milieu où la dérivée de n par rapport à lambda vaut 0. D'accord? Toutes les longueurs d'onde voyagent à la même vitesse. D'accord? Et la vitesse en question, c'est c. D'accord? C'est-à-dire que l'indice de groupe est égal à 1. C'est compris? C'est un cas particulier. Le vide absolu, le vide, est un milieu non dispersif. Bon, je ne l'ai pas mis, je ne l'ai pas noté. D'accord? Eh bien, à ce moment-là, je vais dire que, tout simplement, pour ce cas-là, l'indice vaut 1. Bon, la dérivée de 1, c'est 0. Et évidemment, 1 égale 1. D'accord? Vous allez avoir l'indice du groupe qui est égal à l'indice, d'accord? N, petit n, équivaut 1. OK? Autrement dit, dans le vide absolu, toutes les longueurs d'onde voyagent à la même vitesse, et donc la vitesse est c. Mais dans les milieux diélectriques, eh bien, ce n'est pas le cas. D'accord? Donc voilà ce qu'il faut retenir. La vitesse de groupe, c'est c, la vitesse donc absolue, divisé par l'indice de groupe. Et l'indice de groupe, c'est n de lambda moins lambda fois la dérivée première de n par rapport à lambda. D'accord pour tout le monde? Est-ce que ça a été clair? Bon, le calcul, il n'est pas difficile, je vous le dis tout de suite. Si vous avez des petites... essayez de le revoir. Vous avez toutes les étapes. Hein. D'accord? Je l'ai vraiment détaillé à 100%. Donc, n'ayez aucune hésitation. Si vous n'avez pas compris ou là, vous me reposez la question. D'accord? Même la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Hein? OK, c'est vu. Donc là, je retiens que si j'ai une phase unique, une vibration, j'ai une vitesse de phase qui est égale à C divisé par N. Et pour une phase, j'ai une valeur de N qui est unique. D'accord? Ça, je pense que tout le monde l'a compris. Maintenant, si je suis dans un groupe d'ondes, eh bien, j'ai une vitesse de groupe. Ce n'est pas la vitesse globale de tout le groupe. Attention, thermomètre. C'est la vitesse à l'intérieur du groupe, c'est-à-dire c'est la vitesse d'une composante quelconque électromagnétique à l'intérieur de ce groupe en question. D'accord? C'est compris? Eh bien, je dis que cette vitesse, eh bien, c'est C divisé par un indice du groupe. Et là, l'indice, vous voyez très bien qu'il va dépendre de n de lambda et de sa dérivée première. OK? L'indice du groupe dépend non seulement de n de lambda, on est tenté de dire que c'est n de lambda, bien non, ce n'est pas n de lambda, c'est n de lambda plus un deuxième terme qui dépend de la dérivée première. OK, ça va jusque-là. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à voir maintenant? Eh bien, il nous reste à voir la problématique suivante. C'est la problématique des coureurs dont je vous parlais tout à l'heure. Les coureurs constituent pour moi ce qu'on appelle mon groupe d'ondes. D'accord? Eh bien, je vais calculer très exactement pour une longueur, pour un parcours grand L donné. Je vais voir quel va être le retard à l'intérieur de ce groupe. D'accord? Est-ce que c'est compris? Là, je suis en train d'avancer. Pour le moment, je vous ai donné des notions, etc. J'étais vraiment Kimampolo. Bon, c'est vrai que en réalité, c'est vrai, on est tenté de dire que c'est des rappels. Ce ne sont pas des rappels. Pour vous, ce sont des notions nouvelles. Hein, d'accord? Ce sont de nouvelles notions. Mais il faut le savoir. C'est-à-dire, on ne peut pas rester uniquement campé sur des idées. Et là, pour moi, sauf les gens qui vous font la théorie du champ, ils font les choses correctement. D'accord? Je vous le dis tout de suite.
Mais, c'est-à-dire, on reste toujours cantonné dans des problématiques avec, si vous voulez, une fréquence, une longueur d'onde, une vitesse V donnée, etc., une valeur n de l'indice. Mais la réalité, elle est autrement plus délicate et plus compliquée. D'accord? Bien, alors voilà ce que je vais faire. Je vais vous le montrer sous forme schématique, d'abord. Et on va reprendre très rapidement. Vous allez voir qu'il ce n'est pas très compliqué comme calcul. Voilà, je considère ma fibre Agdaya, par exemple, comme un milieu matériel, d'accord, de longueur grand L. Donc, je vais de 0 jusqu'à grand L, d'accord, sur quelques kilomètres. Et je vais véhiculer un petit groupe de fréquence centrale lambda 0 et de largeur delta lambda 0. D'accord? Bien. Et évidemment, le petit, si vous voulez, le matériau en question, mon petit matériau, eh bien, il a un indice n qui dépend de lambda 0, ce qui est tout à fait normal. D'accord? Alors, je vais donc m'intéresser à, si vous voulez, un paramètre qu'on appelle le retard. C'est-à-dire, c'est le retard de quoi? C'est le retard à l'intérieur du groupe d'ondes, d'accord? Eh bien, le groupe d'ondes AD, il est compris entre quelle valeur et quelle valeur? Il est compris entre lambda 0 moins delta lambda 0 divisé par 2 et lambda 0 plus delta lambda 0 divisé par 2, c'est-à-dire il concerne une certaine largeur delta lambda 0. Alors, voilà comment on va faire le calcul. C'est un petit calcul très simple. Hein. Vous allez voir que ce n'est pas un calcul qui est difficile en soi. Alors, pardon. Bien, alors j'essaie de balayer, mais ça va un petit peu trop vite. Alors, attendez, avec le curseur. Voilà. Bien, donc je dis que j'injecte au point Z égale 0 un groupe d'ondes, donc centré sur lambda 0, et de largeur delta lambda 0. Donc, le problème que je me pose est de calculer, d'accord, ce qu'on appelle, dans un premier temps, le temps de transit. Je vais calculer le temps de transit dans le groupe d'ondes, c'est-à-dire si je prends une composante quelconque, d'accord, si je prends une composante quelconque dans le groupe d'ondes, quel va être le temps de transit sur une longueur grand L? Alors, à votre avis, est-ce que c'est difficile? Mais la réponse est non, c'est extrêmement simple. Je dis que, alors, le temps de transit, que j'appelle T indice G comme groupe, eh bien, c'est L divisé par la vitesse de groupe. D'accord? Eh bien, c'est tout simplement la durée de transit sur une longueur grand L d'une composante quelconque dans le groupe d'ondes. D'accord? C'est tout simplement une durée, c'est le temps que va mettre une composante quelconque. D'accord? C'est-à-dire, si je prends mon groupe d'ondes comme étant l'ensemble de coureurs, eh bien, je vais dire que c'est tout simplement le temps que va mettre un des coureurs quelconque, d'accord, dans le groupe de coureurs olympiques. OK? C'est compris. Alors, je remplace, je dis que T indice G donc, est égal à grand L divisé par la vitesse de groupe, c'est une loi de cinématique classique. Eh bien, c'est l'indice de groupe fois grand L divisé par C. Et là, je connais l'expression de mon indice de groupe. Je sais que l'indice de groupe, c'est n de lambda moins lambda d de n de lambda sur d lambda 0. D'accord? C'est n de lambda moins lambda 0 d de n sur d lambda 0. D'accord? Alors maintenant, comment est-ce que je vais calculer ce qu'on appelle le retard dans le groupe, c'est-à-dire l'écart de temps. Donc je parcours la même trajectoire. Tout le monde se déplace de 0 jusqu'à grand L. Mais évidemment, à l'intérieur de ce groupe, vous allez avoir une composante qui arrive en premier et une composante qui va arriver en dernier. Alors, comment calculer ce qu'on appelle le retard, delta t? Delta t,
que je vais appeler matériel, hein, parce que je sais qu'il est dû aux matériaux. Comment calculer le retard matériel? Eh bien, je dis que c'est la dérivée du temps de transit, donc que j'ai appelé T indice G, par rapport à lambda. Donc, je dérive T indice G par rapport à lambda, et je multiplie par la largeur delta lambda 0. D'accord? Et je multiplie par la largeur delta lambda 0. D'accord? Donc, si vous avez compris ça, le reste, ça va être du calcul. C'est du petit calcul très simple. Donc, je reviens un petit peu vers vous pour... Ça va jusque-là? Non, monsieur, j'ai pas compris, Naya. Très bien. OK, je reprends. Chauffe, une longueur grand L. Donc, je vais injecter un signal. OK? Si vous voulez. Bien un groupe d'ondes de largeur delta lambda. D'accord? Bien. Je dis qu'à l'intérieur de ce groupe, j'ai une vitesse de groupe que j'ai déjà définie comme étant C sur l'indice du groupe. D'accord? Donc, pour une composante quelconque dans le groupe d'ondes, je vais calculer ce qu'on appelle un temps de transit. C'est quoi le temps de transit? C'est la durée, d'accord, que va mettre la composante quelconque, X, dans le groupe d'ondes, pour aller de 0 jusqu'à grand L. D'accord? Jusque-là. Eh bien, je dis que la durée en question, que j'appelle T indice G, eh bien, c'est simplement la longueur grand L du parcours, d'accord, divisé par la vitesse de groupe. D'accord? Alors, je remplace la vitesse de groupe par son expression, c'est-à-dire par C sur l'indice de groupe, et ça me donne tout simplement, donc, T indice G sera égal donc à l'indice de groupe fois L divisé par C. D'accord? Tout bonnement. Et évidemment, je sais que le n indice G, c'est une fonction, c'est-à-dire ce n'est pas une constante ordinaire. Donc, le T indice G va dépendre de n indice G. D'accord? Et je vais dire que c'est tout simplement n de lambda moins lambda, la dérivée première de n par rapport à lambda, le tout fois L divisé par C. L, c'est une constante et C, c'est une constante. D'accord? La longueur L, c'est un parcours kilométrique. Et C, c'est la célérité de la lumière. D'accord? Jusque-là. Maintenant, comme le temps de groupe eh bien, dépend d'une petite fonction de lambda, ça veut dire qu'à l'intérieur du groupe, eh bien, je n'aurai pas les mêmes valeurs de temps de transit. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que comment savoir quel va être le temps de transit le plus long et quel va être le temps de transit le plus court? Eh bien, le seul moyen de le savoir, c'est d'utiliser une fonction de dérivation. C'est-à-dire, je vais dire que l'écart de temps, d'accord, quand vous avez une fonction f de x, d'accord, vous voulez calculer, par exemple, je ne sais pas, un delta y pour un delta x donné. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous prenez la fonction de dérivée. D'accord? C'est ce qu'on a l'habitude de faire en mathématiques. C'est vu. Bon, je ne sais pas, je suis embêté parce que là, je suis en ligne avec vous. Je vous aurais fait ça avec, d'accord, un morceau de craie au tableau. Je vous l'explique très facilement, d'accord? Je vous dessine une petite fonction, f de x égale y égale f de x. Et bon, je vous explique comment, par exemple, mesurer un écart de f de x sur un intervalle delta x, d'accord? Eh bien, ce que vous faites en général, si vous voulez calculer une valeur moyenne, par exemple, de delta y sur un intervalle delta x, eh bien, vous dites que delta y, c'est la dérivée autour, d'accord? C'est la dérivée, donc c'est d de f sur dx fois delta x, d'accord? Vous prenez donc delta y comme étant la dérivée première de f par rapport à x fois delta x, d'accord? C'est exactement ce qu'on va faire. Vous avez compris? Ce sont des mathématiques, hein, d'accord? Donc, il ne faut pas essayer de... Ok, bon. Je vais essayer d'avancer à la kulli hal. Si vous n'arrivez pas à comprendre, je vous l'expliquerai autrement, il n'y a pas de problème. Ok?
Il y a des fois, il y a des petits aspects un petit peu difficiles à aborder en ligne, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais bon, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Alors, regardez, je dis que le delta t, c'est ça ce que j'essaie de calculer, parce qu'un des t égale une fonction de lambda. D'accord? Le temps de transit qui dépend de lambda. Alors, comment calculer un certain delta t sur une bande delta lambda? Eh bien, je dis que le delta t, c'est la dérivée de t par rapport à d lambda fois une largeur delta lambda sur un intervalle delta lambda. D'accord? C'est ce que j'essaie de vous inculquer. Vous avez une fonction f de x, y égale f de x. Vous voulez calculer un delta y sur un intervalle delta x. Comment vous faites? Eh bien, vous dites que delta y, c'est la dérivée de f, d'accord, sur dx, d'accord, autour d'une valeur x0, fois un intervalle delta x. C'est exactement ce que je viens de faire. D'accord? C'est vu. Donc, maintenant, le reste, c'est des mathématiques. C'est très simple. Regardez. Est-ce que vous avez compris ou pas? C'est bon? On va bientôt terminer. Hein. Il nous reste à peu près 5 minutes. On va dire 5-10 minutes. Et on va essayer de boucler le premier point. D'accord? C'est très important. C'est bon? Qu'est-ce qui m'a posé la question tout à l'heure? C'est OK. Il y a un silence qui est inquiétant. Un silence qui veut dire oui ou bien qui veut dire non. Oui, oui, monsieur, merci avec Sarah. C'est bon, c'est compris. C'est bon, vous avez compris. Très bien. Oui. OK, je continue. Alors, donc, le retard matériel, en fait, c'est tout simplement l'écart temporel dans le groupe d'onde. Je dis que c'est la dérivée première de t indice g par rapport à lambda 0 fois d de lambda 0. Alors maintenant, quand vous allez calculer, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, vous dérivez l'indice de groupe, comme la dérivée par rapport à lambda 0 de tout l'indice de groupe. D'accord? Et vous avez L sur C. Donc L sur C, parce que c'est une constante, ne dépend pas de mes paramètres. Et finalement, regardez, je vais avoir un calcul très simple. Je dérive n, donc j'ai d de n sur d lambda. On va donner le deuxième terme, je vais dériver, regardez, vous avez un produit, vous avez moins lambda 0 d de n sur d lambda. Donc vous dérivez une première fois, vous enlevez lambda 0. Vous dérivez lambda 0 par rapport à lambda 0, qu'est-ce que ça donne? Ça va donner 1. 1 multiplié par d de n sur d lambda. Donc comme d de n sur d lambda, moins d de n sur d lambda, donc ça va se simplifier, il va y avoir une simplification. On va de comme une dérivée seconde. Vous allez vers moins lambda 0, dérivée seconde de n sur d lambda 0 au carré. Et bien sûr, je multiplie par l'intervalle delta lambda. Donc finalement, après simplification, donc j'élimine d de n sur d lambda moins d de n sur d lambda. Il y a un terme avec un signe moins. D'accord? Et je reviendrai la semaine prochaine sur les explications à le signe moins. Donc j'ai moins L sur C fois lambda 0, dérivée seconde de n par rapport à d lambda 0 au carré. Le tout fois delta lambda. Alors, généralement, et j'ai presque terminé, je multiplie par lambda 0 et je divise par lambda 0. Donc, ça va me donner moins L sur lambda 0 fois C. Et là, j'ai un paramètre, j'ai surligné en vert, qu'on appelle lambda 0 au carré, dérivée seconde de n par d lambda 0 au carré. Donc, c'est un paramètre qui est sans dimension. Vous voyez, vous avez une longueur d'onde au carré, l'indice sans dimension, et là, au dénominateur, vous avez une longueur d'onde au carré. Donc, le paramètre est sans dimension. On appelle ça paramètre caractéristique du matériau. C'est un paramètre caractéristique du matériau. C'est une dérivée seconde de n par rapport à lambda 2 fois lambda 2. D'accord? Donc, voici le résultat. Qu'est-ce qu'on remarque? Le retard dépend directement de quoi? Eh bien, il dépend directement de la longueur L. Plus vous avez de la longueur parcourue, et plus vous allez avoir
du retard, plus le groupe est large, c'est-à-dire plus delta lambda est large, et plus le retard sera également important. Et entre les deux, vous avez une espèce de paramètre caractéristique, d'accord, qu'on appelle constante de dispersion, d'accord. On appelle ça une constante de dispersion. Donc ça, je vais vous le resservir la semaine prochaine, on va reprendre ça. Eh bien, la constante de dispersion, D, c'est moins 1 sur lambda 0 fois C, fois le paramètre caractéristique, donc lambda 0 carré, dérivée seconde par rapport à lambda 2. D'accord? Alors, généralement, on fera des applications numériques la semaine prochaine. Le retard est en picosecondes, c'est 10 moins 12 secondes. D'accord? C'est des 10 moins 12 secondes. La longueur L, elle est en kilomètres. Et la largeur de bande ou de groupe, elle est en nanomètres. Elle est en nanomètres. Donc, la constante D, elle est en quelle unité? Elle est en picosecondes par kilomètre et par nanomètre. D'accord? La constante D, attention, le signe moins est très important, il faut le garder. D'accord? On le verra la semaine prochaine. Il a une importance, d'accord, dans les calculs. OK? Il a une importance capitale dans les calculs. Donc voilà déjà une première relation. OK? Alors je vais juste vous montrer un tout petit truc et on va s'arrêter bientôt. Avec le paramètre caractéristique pour le cas de la silice, d'accord, le lambda 0 au carré dérivée seconde de n par rapport à lambda 2, voilà comment il évolue en fonction de lambda. D'accord? C'est une courbe qui est d'abord avec une valeur positive. Ensuite, elle passe par un point qu'on appelle 0, 0 de dispersion, elle s'annule. Elle devient négative. C'est-à-dire, on va avoir comme D, la constante D, alors, dépend de ce paramètre avec un signe moins. Et bien, dans les régions où le paramètre est positif, la constante D sera négative. Et inversement, dans les régions où le paramètre est négatif, eh bien la constante D sera positive. D'accord? Donc la semaine prochaine, on va travailler autour de ces choses-là. On va faire des petites applications numériques. D'accord? Donc ce que je vous demande de retenir, aujourd'hui on a fait tout la grande gymnastique théorique. D'accord? La semaine prochaine, on va faire des choses un peu plus pratiques, plus simples à comprendre. D'accord? Et beaucoup plus pratiques. OK? Mais il ne faut pas perdre de vue que le signe est très important. Parce qu'on va faire la semaine prochaine, on va associer deux phénomènes. Et le signe avec algébrique est important. D'accord? Donc pour le moment, j'ai calculé un retard qui est dû uniquement à l'indice ou à la variation de l'indice de groupe. D'accord? C'est compris. Je pense que essayez de revoir un petit peu le petit formalisme que j'ai développé. Et si vous avez des questions, ben, vous me les posez, il n'y a pas de problème. Hein? D'accord? C'est vu? Bien, donc je pense que c'est la dernière partie où vous allez faire des choses un petit peu... Mais c'est important, c'est-à-dire, bon, on ne peut pas dire que vous avez une fibre monomode, voilà, non. Il y a des choses, il y a des phénomènes qui se produisent même à l'intérieur d'une fibre monomode, d'accord? C'est-à-dire, il ne faut pas s'imaginer que, voilà, j'ai une fibre monomode, c'est bon, j'ai décroché le jackpot, c'est bon, je vais avoir... non. Vous allez être toujours limité par des phénomènes. C'est-à-dire, plus vous essayez de monter en cadence, en vitesse numérique, et plus vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours des facteurs qui vont vous limiter. C'est-à-dire, on ne sera jamais face à un système où je dis que eh bien, c'est bon, j'ai réglé tous mes problèmes, je vais aller vers un système où la bande passante est infinie. D'accord? Ça n'existe pas. Vous serez toujours plafonné par un phénomène. D'accord?
C'est vu pour la leçon d'aujourd'hui. Donc, il y a des notions nouvelles. Je vais vous les récapituler la semaine prochaine, très rapidement. Et je vais enchaîner, et puis on fera des petits calculs. D'accord? On fera des petits exercices. D'accord? Alors, oui, en télécom, quelle est la solution? Alors, oui, pour avoir, allez-y, mais parlez, c'est mieux. Oui, votre question est intéressante. Alors, quelle est la solution que je... Vous ne pouvez pas parler, vous n'avez pas de micro, donc j'ai compris. Bien, alors je vais essayer de vous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Très bien. Alors, là, c'est toute une... C'est-à-dire là, j'ai commencé par enchaîner, c'est-à-dire pour vous montrer un petit peu les difficultés qu'on peut rencontrer. C'est-à-dire, mais vous allez voir que on va devoir se débrouiller. Je vais enchaîner dans les cours qui suivent, je vais enchaîner un petit peu toutes ces problématiques. Parce que c'est vrai que, pourquoi vous pensez au LAN? Moi, je pense plutôt au réseau étendu. Hein, parce que les LAN, il n'y a pas tellement de problèmes. Les portées sont très courtes. Donc, vous aurez très peu de problèmes. D'accord. Ah oui, c'est votre sujet. Très bien. Bah, passez me voir dès que vous avez un moment, je vous expliquerai. D'accord. OK. Bien, bien. Alors, en général, pour les LAN, on utilise des fibres standards. On va les voir la semaine prochaine. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs normes en termes de. D'accord. Les fibres, dans les fibres monomodes, vous avez différents standards. Et les standards sont définis par rapport aux constantes D, en picosecondes par nanomètre et par kilomètre. Donc là, vous êtes en train d'un petit peu d'anticiper par rapport au cours de pas de l'an prochain, de samedi prochain. D'accord. Je vous expliquerai exactement ce qu'il en est. C'est-à-dire que dans les systèmes, dans le câblage sous-marin, dans le câblage qui est utilisé dans les boucles urbaines et dans les réseaux d'accès, etc., on n'utilise pas les mêmes normes de fabrication. D'accord. Il y a des normes qui font que la constante D, en fonction de l'endroit, n'est pas la même. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle dans le système l'IUTT, c'est-à-dire l'Union internationale des télécoms, vous avez différents standards dans les fibres monomodes. Vous avez au moins 4 à 5 standards différents. D'accord. Donc, c'est ça un petit peu la réponse à votre question et à vos préoccupations. Alors, ce qu'il faut savoir, mademoiselle Gilali, si vous voulez faire un réseau local, donc un réseau d'accès, en général, on utilise le standard G652. On va en parler la semaine prochaine. Le G652, il est très répandu. Et en fait, c'est par rapport un petit peu à la disponibilité dans les marchés, les câbles, etc. Donc, on ne va pas utiliser des câbles très sophistiqués, vu qu'on va, si vous voulez, déployer les câblages sur quelques kilomètres, pas plus. Hein. Typiquement autour de 4-5 kilomètres. Et sur 4-5 kilomètres, vous n'avez pas trop de problèmes. Hein, d'accord. Les problèmes vont se poser à partir du déploiement des réseaux sur des portées, par exemple, 60 à 70 kilomètres. Là, vous allez commencer à avoir des problèmes ou vous risquez d'avoir des problèmes d'interférence, intersymbole. Mais sur des courtes distances, il n'y a pas, y a pas lieu de vous inquiéter du point de vue temporel. Hein. Par contre, il faut faire attention aux problématiques d'atténuation. D'accord. C'est-à-dire, vous risquez d'avoir pas mal de pertes, etc. Notamment si vous utilisez des splitters, des choses comme ça, pour essayer de répartir les débits sur des abonnés, des choses comme ça. Là, vous risquez d'avoir des petits problèmes. Donc, faites très attention au bilan de liaison. D'accord, c'est vu? Voilà. Très bien. OK, OK.